appelé et on m'a demandé de parler des anomalies du crâne chez l'enfant. Moi, j'ai pensé d'emblée au craniosténose. C'est un peu mon dada. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres anomalies. Et puis à réfléchir, est-ce qu'un crâne ressemble à un autre? Il y a qu'à voir dans la salle, chacun a son crâne. Et on dirait que c'est comme les empreintes digitiformes. On a tous un crâne, mais on a des crânes tellement différents que... Et chez le nourrisson, bon, chez le nouveau-né, il y a des anomalies. Donc il y a des choses qu'on peut retrouver, des choses qui sont bénignes, des choses qui sont malignes. Donc je vais essayer de faire un peu le tour de la chose et j'espère que ça sera clair. Alors c'est un éventail qui est extrêmement large, avec des répercussions bien sûr qui sont très variées. Ça peut être bénin, ça peut être méchant. Et il y en a qui régressent spontanément, il y en a qui vont être évolutifs et qui peuvent cacher des pathologies sous-jacentes, notamment cérébrales. Quand on parle du crâne, ça concerne essentiellement le cerveau. Alors il y a des éléments à rechercher par l'interrogatoire, comme le disaient mes amis, sur les problèmes d'épilepsie, sur le problème de l'œil rouge, sur le problème dentaire, etc. C'est bien sûr la prise de médicaments. Il y a des produits qui sont souvent utilisés chez les mamans et qui peuvent être tératogènes ou causer ces problèmes d'anomalie crânienne. Certaines conditions de la grossesse, comme la gémilité, l'oligoamnios, la position de certaines positions particulières, peuvent donner des déformations crâniennes. Il y a des éléments qui concernent l'accouchement, bien sûr, ils sont importants. Et parlons de l'accouchement, souvent parce qu'on reçoit des enfants, des nourrissons, des nouveau-nés, mais sur le carnet de santé, on n'a aucune information sur le déroulement de l'accouchement. Vous avez la page de l'accouchement où il y a une quarantaine d'items ou une cinquantaine, aucune n'est marquée. Alors c'est important par la suite parce que quand on les voit à l'âge de 3 mois à 6 mois, même pour le périmètre crânien, on n'a aucune idée sur le périmètre crânien de naissance et on ne peut pas dire s'ils ont une microcranie ou une macrocranie. Et donc, je sais que vous voyez ces enfants à la naissance, peut-être que ces carnets ne sont pas disponibles à la naissance, mais il faut penser peut-être les remplir parce que ça donne beaucoup d'informations et ça a beaucoup de retentissement sur l'évolution de ces bébés. L'examen clinique donc portera aussi, bon, on ne va pas se contenter du crâne, mais on le voit dans son ensemble, bien sûr, on voit les membres, on voit Self-Pass nous parlera tout à l'heure des anomalies des membres, on peut avoir des anomalies des membres et des anomalies de la boîte crânienne. Alors les causes sont multiples, on peut les voir pendant la grossesse, bon, on appelle en intra-utérin, maintenant il y a beaucoup de diagnostics intra-utérins, notamment par les échographies morphologiques, et c'est à la mode actuellement, donc on se donne beaucoup à cette chose-là. On peut détecter beaucoup d'anomalies, notamment de la boîte crânienne. Donc vous avez énuméré ici les causes qu'on peut avoir pendant la grossesse. On peut avoir des causes au moment de l'accouchement, mais là c'est souvent ça peut être des causes considérées comme traumatiques, hein, si l'accouchement est dystocique, et ces contraintes peuvent causer aussi des asymétries des crânes chez les bébés. Pendant les premières semaines de la vie, et ça c'est ce qu'on appellera les anomalies positionnelles. Et donc c'est le fait je vais essayer de les énumérer, de laisser les bébés sur une position pendant une longue durée, notamment au niveau du crâne, ça peut donner des déformations et des anomalies. Alors il y a 3 types positionnels, il y a ce qu'on appelle la plagiocéphalie, c'est une déformation unilatérale, la brachycéphalie et la dolicocéphalie. Donc les plagiocéphalies positionnelles, vous le savez mieux que moi, il y avait des morts subites des bébés quand on les mettait sur le ventre, donc vous avez décidé, vous les pédiatres, de les mettre sur le dos. Maintenant on les met sur le dos, mais on les met trop longtemps sur le dos, donc la tête, il faut penser aussi à les mettre sur le ventre quand ils sont éveillés pour jouer avec eux, etc. Mais pour dormir, on peut les mettre sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Il y a une prévalence de 20% qui a été rapportée de ces plagiocéphalies positionnelles. Bon, il y a les légères, vous auriez un pointeur, s'il vous plaît. Hein, légère, c'est uniquement une petite asymétrie de la partie occipitale. Après, modéré, quand vous avez une désaxation des oreilles, vous voyez, les oreilles commencent à se désaxer.
Et puis sévère, ça retentit même sur le franc. Hein. Ici, le franc est toujours intact. Ici, il commence un petit peu à se décaler. Et ça, c'est vraiment, même le franc, le problème, il est là. Mais ça retentit sur le franc, il y a des exactions. Ça vous rappelle quelque chose, là aussi, mon ami le fait, c'est là. C'est les scolioses. C'est une scoliose, on appelle ça une scoliose de la base du crâne. Hein. Vous voyez, c'est le petit S. Parce que la base du crâne et la face et la boîte crânienne sont complètement liées. Et donc, dès qu'il y a une anomalie quelque part, ça retentit sur le grand axe et ça donne une scoliose, comme si vous voulez. Deuxième malformation, c'est les brachycéphalies. Alors, le brachycéphalie, c'est-à-dire un aplatissement de l'occiput, parce qu'il dort tout le temps sur la partie postérieure. Il ne faut pas qu'il soit d'origine asiatique, parce qu'il y a des aplatissements comme ça qui sont génétiques. Le dernier cas que j'ai vu, c'est un ami médecin qui m'amène son petit-fils parce qu'il a un crâne comme ça, et comme il est radiologue, il a fait toute la panoplie des images et tout ça, et il dit est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour l'arranger, mais vraiment, dans sa forme, le bébé qu'il a amené, c'est comme ça, c'est cette partie-là. Vous voyez, parce que là aussi, les formes modérées, c'est un petit peu, la forme un peu plus avancée, puis les formes sévères, ça donne même deux bosses, on dirait qu'il a deux cornes. Des fois, c'est beaucoup plus prononcé, des cornes paréto-occipitales. Et donc, il se posait la question s'il y avait une chirurgie ou quelque chose à faire. Et puis, on était en train de discuter. C'est le papa qui arrive, il veut rentrer lui aussi à consul, il rentre, et c'est un Asiatique. Et donc, je lui dis, regarde, papa, lui aussi, il a un crâne plat. Donc, bébé, il ressemble à son père, hein, il ne faut pas trop s'inquiéter. Et puis, ça s'arrange. Les positionnels, que ce soit la plagio ou la brachie, ça s'arrange avec le temps. On ne les opère pas, ils ne sont pas chirurgicales. Alors la prise en charge, vous voyez, elles ne sont pas chirurgicales, ça s'arrange spontanément. Hein, en les mettant sur le ventre, en les mettant sur le côté, bien sûr, le côté qui n'est pas saillant. Souvent, c'est le côté droit dans les plagiocéphalies qui est aplati, hein, parce qu'il y a aussi une connotation religieuse et mystique. Hein, il faut les mettre sur le côté droit, pas sur le gauche, etc. Mais il faut varier cette position. Après, il faut les bloquer. Bon, maintenant, à la mode aussi, vous avez les ostéopathes, les physiopathes qui s'y mettent. Bon, personnellement, je préconise ça. Vous avez d'autres conseils ici, bon, qui sont très disponibles. Et puis, le port du casque, là aussi, il faut déjà que le bébé le supporte. Et il faut vraiment qu'il soit bien fait pour l'adapter. Il faut le changer parce qu'il faut porter 3 ou 6 mois. Donc il faut, si la tête grossit un peu, le casque n'est plus adapté, donc il faut le changer. Et puis ça coûte les yeux de la tête aussi, parce qu'il y a 2 ou 3. Je dis personnellement, je ne le préconise pas. Mais bon, les gens maintenant sur Dr Google ou Internet, ils leur préconisent des choses comme ça, donc ils sont demandeurs. Je vous dis, ça coûte aussi cher. Il y a 2 ou 3 boîtes à Casablanca qui les font, mais ça coûte vraiment très cher. Bon, ça, c'est pas positionnel, c'est ce qu'on appelle les microcéphalies. Vous les voyez, vous aussi. Fréquence, vous voyez, de 2 à 10 000 jusqu'à 12 sur 10 000 bébés de naissance vivante chez les Américains. C'est une tête à moins de 2 déviations standards par rapport au PC normal. Vous connaissez mieux que moi ces choses-là. Les causes et les facteurs, la majorité sont inconnus, mais certains sont atteints. C'est d'origine génétique. Donc là, on voit bien chez la maman, chez le papa, ils ont des microcranies. Hein, je dis microcranies parce que ça, c'est des microcranies. Alors, la question qui se pose en pratique, est-ce que c'est un problème de crâne ou c'est un problème de cerveau? Alors, pour faire la différence, c'est très simple. Hein, vous faites une radiographie standard, face profil, vous demandez au radiologue, c'est là pour de voir les sutures, est-ce que les sutures sont visibles, et donc le crâne est bon, et donc c'est le cerveau qui est petit, donc c'est une microcéphalie. Si les sutures ne sont pas là, c'est que le crâne est fermé, et donc c'est une craniosténose. Sinon, au lieu de la radio, on peut faire un scanner en 3 dimensions, c'est très démonstratif aussi. Certaines infections que vous voyez souvent, la rubiole, la toxocytomégalovirus, etc., l'exposition à des substances nocives est particulière. Et donc là, c'est vraiment
le problème, c'est pas tellement de la tête, le problème, c'est de ce qui se passe dedans. Ça, c'est la dernière que j'ai vue la semaine dernière, elle a livré. Elle est très, c'est une petite fille de, je crois, 3 ans et demi, 4 ans, qui est vraiment qui est très, très sympathique et puis très, très active, et qui parle, qui joue, qui fait... Bon. Le problème, sa maman l'a amenée parce que le pédiatre, voilà, le pédiatre lui a dit elle a une microcranie. Donc, allez voir si on peut lui élargir le crâne. Enfin, le deuxième problème qu'elle a, c'est qu'elle ne voit pas. Elle a une cécité. Presque cécité, parce qu'à la fin de la discussion, la maman dit elle voit la lumière. La petite fille dit Charles, t'as fait le tour. Bon. Elle voit de la lumière, une perception lumineuse, mais elle ne voit pas très bien. Et donc, quand on a fait le scanner, vous voyez, c'est des lésions peut-être d'origine infectieuse ou ischémique ou autre, qui sont là au niveau du lobe occipital et qui peuvent gêner donc la vision. Ça explique la chose, ça explique aussi pourquoi le cerveau est petit et donc le crâne est petit. Donc n'hésitez pas à leur demander des scanners 3D, parce qu'en même temps vous ne voyez pas en Chine, mais vous voyez aussi le crâne. Alors, ils peuvent présenter d'autres problèmes, ça aussi, donc c'est pour ça que vous allez les suivre, hein, nécessite une surveillance et un suivi à long terme par le pédiatre, bien sûr, c'est vous qui les gérez, parce qu'ils peuvent poser des problèmes d'épilepsie, du retard de développement, des problèmes d'alimentation, des troubles visuels comme la petite que j'ai vue. Et vous voyez la différence, quand on fait le scanner, les sutures sont visibles, comme ici, vous voyez, c'est une microcranie. Vous avez on voit les poches des sutures coronales ici, c'est-à-dire... Hein, c'est pas une fenêtre osseuse, mais on les voit. Et puis le cerveau, il n'est pas bon. Regardez tout ce qui est gris ici du cerveau, mais l'hypodensité ici en arrière, c'est énorme, c'est pratiquement la moitié. Donc c'est un cerveau qui est complètement lésé, donc qui n'évolue pas, qui ne progresse pas. C'est pour ça que le crâne ne progresse pas. Donc c'est une microcéphalie secondaire à une... Enfin, microcranie secondaire à une microcéphalie. On ne peut pas faire de chirurgie sur ces choses-là. On parle de microcranie, mais on peut parler aussi de la macrocranie. Ça, j'avais oublié. Je parlais avec quelqu'un, je dis, le docteur Tolachad m'a demandé les anomalies de la macrocranie. Il m'a dit, ah oui, les hydrocéphalies. Bon, là, j'y ai pensé, mais franchement, au début, j'y ai pas pensé. Macrocranie, mais c'est vrai qu'on peut avoir une macrocranie, c'est une anomalie aussi de la masse crânienne. Hein. Et là, c'est la mesure du périmètre crânien, je dirais même pour la microcranie, qui est très importante, que vous faites tout le temps. Sauf qu'il ne faut pas l'oublier de faire dans la salle d'accouchement, parce que ça donne des idées sur l'évolution de ce périmètre crânien. Vous savez très bien le faire, mais il faut lui donner le temps nécessaire, parce que il faut faire généralement sur toutes les parties bosseuses, sur toutes les parties qui sortent, qui sont saillantes, hein, l'occiput, les bosses occipitales, les bosses frontales. Avec un maître ruban, vous savez mieux que moi. Alors, on peut avoir une macrocranie, c'est-à-dire le crâne grossi, hein, comme sur ces images, parce qu'il y a une dilatation ventriculaire, c'est les hydrocéphalies, parce qu'il y a autre chose. Je vous ai mis des images ici, vous voyez, macrocranie, dilatation des bosses frontales saillantes, on peut avoir l'image des yeux en coucher de soleil, comme vous le savez, la dilatation veineuse et tout ça, ça retentit sur ça, et puis voilà, les images, c'est la dilatation des ventricules. Ils sont complètement dilatés et compriment le parenchyme cérébral. C'est une hydrocéphalie. Mais on peut avoir une macrocranie, mais ce n'est pas une hydrocéphalie. Lui, il va bien. Par contre, celui-là, il n'est pas très bien. Donc, cliniquement, il est bien, mais il a une grosse tête. Bien sûr, le scanner, il a une hydrocéphalie aussi, mais on appelle ça externe, il n'est pas à l'intérieur. Les ventricules sont bien, mais il y a un épanchement à ce niveau-là. On peut avoir une grosse tête avec un épanchement sous-dural, c'est ce que vous appelez, vous, les bébés secoués, etc. Les nourrissons, ils peuvent développer des sous-duraux, même en dehors d'un traumatisme. Et donc, ça donne aussi une dilatation parce que, comme on l'a vu au début, le crâne est complètement ouvert, les sutures sont perméables, et donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, eh bien, elle va pousser sur l'os, et ça pousse sur la peau, et on a de grosses têtes comme ça. Une dilatation énorme. Là aussi, c'est une hydrocéphalie. Bon, on en voit de temps en temps, on en voyait beaucoup du temps du professeur Waziani, tout ça.
pédiatrie, mais maintenant on en voit de moins en moins, parce que les diagnostics, maintenant on se modernise aussi, on fait beaucoup de diagnostics en anténatal, et donc ça posera d'autres problèmes, parce que dès que le gynécologue voit une hydrocéphalie en anténatal, bon, c'est la catastrophe, c'est un gros handicapé, etc., etc., etc. Donc là aussi, c'est problématique, et peut-être que ça sera le sujet d'une autre table ronde pour parler de ces problèmes. Alors que ce n'est pas le cas, c'est des enfants qui sont viables, qui sont gérables, même si mon ami Fès me regarde du coin de l'œil, la question que sera le devenir cet hydrocéphale dont vous vous occupez, ben, je dis au pire, il sera neurochirurgien. Non, ils se développent bien, ils évoluent bien. Il ne faut pas qu'ils fassent d'autres complications. Il faut que le cerveau soit bon parce que ces hydrocéphales, le cerveau est bon, c'est les ventricules, c'est la circulation d'ILSA qui n'est pas bonne. Donc une fois que vous réglez ce problème et que ça se règle, eh bien, le cerveau se développe normalement et ils vont à l'école, ils sont très bien. Et puis on arrive au bloc opératoire. Bon là, les craniosténoses. Alors la différence entre toutes les autres et les craniosténoses, c'est que dans les craniosténoses, les sutures sont fermées. Enfin, une ou plusieurs sutures sont fermées, alors que dans les autres, les positionnelles par exemple, les microcéphalies, les microcranies, bon, les sutures sont ouvertes. Donc la différence est simple. Les autres, bon, vous pouvez les gérer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours demander conseil, mais ceux-là, vous nous les envoyez. Parce qu'il ne faut pas les laisser évoluer, ça ne va pas s'arranger tout seul. Vous allez voir, je vais vous montrer des cas où ça a un peu tardé. Et vraiment, vous êtes au centre du problème parce que quand ils viennent tôt, c'est vous. Quand ils viennent tard, c'est vous. C'est un peu vous. Donc, les craniosténoses, alors, bon, je veux juste rappeler, vous voyez, la fontanelle antérieure, ici, la postérieure, et puis vous avez celles qui partent à droite et à gauche, c'est les coronales ou les fronto-pariétales, celles qui sont en arrière, c'est la lambdoïde ou les pariéto-occipitales, et celle du milieu, c'est la sagittale, et puis celle qui est en avant de la fontanelle antérieure, c'est la métoclite. Entre les deux os frontaux. Chose pour le crâne de son bébé. C'est là où ça a démarré la chirurgie des craniosténoses. Mais sachez aussi que déjà dans 1966, au CHU de Noroche, il y avait un médecin qui s'appelait Dr Akoaviva qui a commencé à faire la chirurgie de ces craniosténoses. Et ça, c'est des planches illustratives faites manuellement par lui, où il décrivait tous les types de craniosténose et puis toutes les techniques chirurgicales, etc., qui sont toujours conservées au service, dans les archives du service à l'L6, pour ceux qui connaissent l'L6. Alors, les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle les scapho, c'est-à-dire les crânes allongés. Vous avez une série de Necker, vous avez une série personnelle, et 48, beaucoup de scapho, les plagiaux, les trigonaux. Je vais vous montrer des exemples. Les brachycéphalies. Brachycéphalie, ça n'a rien à voir avec la brachycéphalie positionnelle. Vous voyez l'aplatissement. Là, les sutures sont fermées. Alors après, les oxycéphalies, ça ressemble au microcranie. Ça aussi, c'est problématique. Et enfin, les formes complexes, ça c'est dans les syndromes complexes, avec les anomalies des membres dont Fès va parler. C'est dans le crouzant essentiellement et la paire. Alors, pourquoi on fait cette chirurgie? On ne la fait pas pour... parce que les familles disent esthétique. Ils amènent leur enfant, ils disent, madame, c'est quoi le problème? Il dit, pas de problème, moi, c'est le pédiatre qui m'a envoyé. Bienvenue, mais bon, quel est le problème? Il dit, pas de problème. Après, vous lui faites remarquer que la tête de votre fille, elle est normale, vous trouvez? Il dit, non, mais c'est ma fille, moi je l'adore, elle est bien, pas de problème. C'est le pédiatre qui m'a envoyé. Et vraiment, ça prend du temps pour le reste. Parce que si elle ne comprend pas quel est le problème, comment vous voulez lui proposer ces choses horribles que je vais vous montrer, qui paraissent horribles, cette chirurgie. Vous voyez, donc il faut vraiment que... Là aussi, il faut que vous leur faites comprendre que c'est un problème et que c'est... On ne fait pas cette chirurgie pour l'esthétique.
comme ils disent, peut-être au plus pour la plastique, la plastique, j'ai envie de dire. Mais essentiellement pour décomprimer le cerveau, parce que le cerveau, il était comprimé. Et regardez, là, on a laissé ici l'os frontal, l'os occipital, tout le reste, on l'a enlevé. Et ce cerveau, il s'est vraiment mis à l'aise. Hein. Il s'est élargi, il est content. Donc c'est une chirurgie décompressive. Si on ne fait pas de chirurgie, on a des problèmes. Et l'équipe de Necker, elle a fait une étude, elle a comparé des enfants opérés et non opérés, et bien ils ont trouvé quand même qu'il y avait un déficit intellectuel qui concernait ces choses-là chez les enfants non opérés. Et donc c'est des enfants à opérer. On le fait aussi parce que du moment qu'on opère, il vaut mieux corriger parce que le docteur Maclay aussi à Coaviva, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de ce qu'on appelait des suturectomies, c'est-à-dire la suture sagittale est fermée, et bien ils allaient l'ouvrir, enfin la réouvrir, ils font une tranchée, point final. Ils laissent les choses évoluer. Bon, maintenant les choses se modernisent et donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de corriger cette tête qui est comme ça, on va décomprimer. Et vous voyez, à la fin, on a ça, hein, une tête normale. Donc vous avez la cicatrice ici, qui est dans le cuir chevelu. Donc on fait ça, la correction morphologique, essentiellement pour les scapho, pour les trigonaux et pour les plagiaux. Après, on peut faire, on ne s'est pas contenté de ça, mais regardez par exemple ici, dans un syndrome voilà, de Crouzan, il y a la dysmorphie non seulement crânienne, mais aussi faciale. Hein, et qui intéresse même les membres. Et donc, il a les yeux qui sont exorbitants, c'est-à-dire qu'il a des globes oculaires, enfin, pas les globes, c'est le cadre orbitaire qui n'est plus suffisant parce qu'il n'avance pas vers l'avant, et donc les yeux sont à l'extérieur. Donc là aussi, il faut les corriger, on va faire un avancement de ce cadre orbitaire, hein, et après on laissera le soin au chirurgien maxillofacial par la suite, hein, dans la petite enfance, de faire un avancement du maxillaire supérieur pour arrondir aussi la face, qu'elle soit plus correcte. Quand est-ce qu'il faut faire cette chirurgie? Là aussi, c'est un point important. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec la chirurgie, mais juste les points essentiels. Alors, pour la scapho, s'il vous plaît, c'est avant le premier mois. Vous voyez, dès la naissance. C'est souvent, on les constate à la naissance, voire en intra-utérin, mais dès les premiers jours. Et donc, dès que vous constatez ça, il faut le confier au chirurgien parce qu'il faut l'opérer, le temps de le préparer. Avant le premier mois, ça donne de très bons résultats. C'est facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est rapide, on va déconstruire comme ce que je vais vous montrer des images, on va enlever l'os, on ne va pas le reconstruire, donc c'est beaucoup plus rapide. Pour les autres, vous voyez, la brachie, plagio et trigono, ceux-là on les fait un peu plus tard, mais avant le 6e mois. Hein, pourquoi 1 mois, pourquoi 6 mois? Parce que là c'est rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc on peut se permettre de le faire à 1 mois. Ceux-là, ils vont prendre parce qu'il faut déconstruire et reconstruire. Hein, et faire même des avancements au niveau des orbites. Donc ça prend beaucoup plus de temps, ça saigne un petit peu plus. Et donc il faut que le bébé ait quand même une masse sanguine, un peu de poids, un peu de muscle, etc. pour supporter l'intervention. Le gros risque, bien sûr, c'est cela. Vous voyez, il y a le gros risque, c'est le sang, c'est le saignement. Ce n'est pas un saignement en jet, ce n'est pas une artère, une veine qui va éclater et tout, mais c'est un saignement permanent au niveau de l'os, parce qu'ils sont très vascularisés, au niveau des méninges. Ça, c'est les méninges, là, on a tout enlevé, vous voyez, les globes oculaires, on les voit là. Et donc, c'est un sointement permanent que le bébé, avec une masse sanguine à 5 mois, 6 mois, et il doit avoir 1,5 litre, 2 litres de sang, donc une perte de sang va retentir énormément, et donc il faut les compenser. Après, bon, il y a c'est rare hein, qu'on puisse avoir ces complications. Nos médecins réanimateurs, on verra à la fin qu'il faut vraiment une bonne équipe pour faire ça. C'est le FRES pour en témoigner, parce qu'on travaille ensemble dans le même endroit. Il y a une très bonne équipe de réanimation qui gère ça, et on peut se permettre de faire ça, mais on ne peut pas se permettre de le faire n'importe où, n'importe comment, sinon on perd les bébés, hein, parce que les bébés, vous le savez mieux que moi, et encore plus en chirurgie, ils sont hyper fragiles. Hein, vous pouvez perdre un moment en un clin d'œil. On peut le récupérer rapidement, mais encore faut-il y prêter attention. Alors les scapho, on fait ce qu'on appelle la PIP procédure, je ne vous embête pas trop, voilà ce qu'on fait. Vous voyez,
début, on fait cette incision, on les met sur le ventre, incision en S comme ça, et puis on va enlever les os pariétaux, hein. On enlève celui-là, puis on enlève l'autre, hein, on les dépose. Après, il y a la suture. La suture, c'est celle qui était de la cause, et donc on va essayer de la décoller, hein, avec cet instrument-là. On va essayer de la décoller de la dure-mère, des méninges. À ce niveau-là, il a décollé parce qu'il y a une grosse veine ici qui est très problématique et donc il faut essayer de la décoller. Si on arrive à la décoller, on l'enlève en totalité, sinon on peut laisser, par exemple, on peut laisser ce morceau-là qui colle, hein, parce que sinon on va faire saigner. Et à la fin, ben, les deux os, on va remettre juste un petit morceau, on appelle ça un tuteur, hein, pour permettre la réossification. On va en mettre un ici, un ici. Et la réossification se fait après à travers les méninges, hein. C'est les méninges ici qui vont se réossifier, c'est rapide, hein. Des fois, on espère que ça prenne un peu de temps, mais au bout de 3 mois, 6 mois, c'est complètement ossifié. Mais le crâne a pris une forme normale. Vous voyez l'espace qu'on gagne à la fin de l'intervention, hein. En ouvrant, c'est serré, et là, à la fermeture, il faut vraiment tirer parce que le cerveau a pris son extension. Pour un deuxième cas, ben, je ne vous embête pas trop, donc la même chose, on essaie de décoller, mais souvent ça se décolle chez les bébés à cet âge. Hein, vous voyez, on a une exposition de tout le vertex, on appelle le vertex, toute la boîte crânienne. Celui-là, on l'a reçu trop tard, vous voyez, il est venu à 4-5 ans, hein, parce qu'on lui dit ça va s'arranger, ça va s'arranger. Alors ce qui l'embêtait lui déjà, bah, il était un petit peu ralenti, ça on ne peut rien y faire, mais il était gêné par cette visière, hein, vous voyez, ce franc qui était bonbon, qui avançait en avant, et ça l'embêtait pour regarder, même avec lunettes, il fallait qu'il fasse une grosse extension. Enfin, c'était la gêne principale, donc tout ce que je pouvais lui faire, c'est ce franc-là, vous voyez, on l'a coupé, et puis on a essayé de le réduire et de le recoller. Ça, c'est juste la semaine après l'intervention, et puis ça, c'est plus tard. Ben, il est très content, maintenant il peut regarder facilement vers le haut. Mais le retentissement sur le cerveau, il y est, parce qu'il est ralenti, on discute avec lui quand on lui parle, etc. Apparemment, il y a beaucoup de problèmes. On suit la mode aussi, on peut faire l'endoscopie, quand ça se fait pas libre. Celle-là, les sutures, ils sont fermées, alors que l'autre, les microcranies, les sutures sont visibles. Hein. Là, c'est plus complexe à faire. Les craniosténoses syndromiques, la paire et tout ça, bon, là aussi, il y a une partie crânienne à opérer, puis il y a une partie faciale à opérer, puis il y a les syndactylés à opérer plus tard, etc., pour rendre cet enfant, à lui donner plus de fonctions correctement possible. Alors, les résultats, ils sont très bons sur le plan de la morphologie, hein, immédiatement, et puis 80% arrivent à suivre une scolarité normale. Donc le traitement retenu, le traitement chirurgical n'est pas uniquement d'ordre esthétique, hein, mais c'est d'ordre fonctionnel. Bon, ça je vous le cite parce que les malformations, si ça c'est des malformations crâniennes, hein, c'est des anomalies du crâne, et vous en verrez. Bon, on les appelle, ça rentre dans le cadre des dysraphismes, des difficultés de fermeture de la boîte crânienne, comme pour la colonne vertébrale. Vous connaissez beaucoup mieux les spina bifida, mais ça c'est les... Alors soit il y a du liquide, c'est des méningocèles, soit il y a du cerveau, il y a souvent du cerveau, c'est des encéphalocèles. Hein. Bon, là aussi on en voit beaucoup, aux différentes tailles, peut-être petites, peut-être énormes. Bon, on les opère aussi, ben voilà, on peut les opérer soit directement de l'extérieur, soit on peut ouvrir le crâne et les opérer de l'intérieur. Bon, on essaye. Après, il faut réarranger le maxillofacial pour rapprocher les deux cadres orbitaires aussi. Il y a des techniques pour rapprocher, pour la rendre plus correcte. Voilà. Donc la conclusion est très simple. C'est vous. Vous êtes au centre parce que toutes ces anomalies, c'est vous qui les voyez au début. C'est vous qui pouvez les orienter. Très simple, hein, par l'examen, par l'interrogatoire, etc., mais par une radiographie simple ou un scanner simple qui va montrer c'est fermé, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, vous pouvez gérer les conseils que je vous ai cités. Quand c'est fermé, il faut les confier au chirurgien le plus tôt possible. Avant 1 mois pour certaines formes, avant 6 mois. Vous voyez, il ne faut pas attendre 2 ans, 3 ans, parce que là, on va l'ouvrir, c'est un peu tard. Encore une fois, merci.
Merci, cher ami, pour ta présentation pertinente, vraiment avec une illustration iconographique vraiment très, très, très intéressante. Moi, je dirais un petit mot et je donne la parole à l'assistance. Vous dites, si c'est trigonocéphalique le plus souvent, qu'il soit positionnel, qu'il soit surtout malformatif, l'examen se fait sur un nourrisson. Et d'ailleurs, tous les trigonocéphalies, ils ont été photographiés, si vous avez remarqué, en décubitus dorsal, et le pédiatre doit voir le crâne d'en haut. Merci. Alors, je donne la parole à l'assistance. Merci, c'est Ajouré pour cette belle présentation. Ça nous ramène à 1982. Je voulais retenir c'est Ajouré en pédiatrie. Mais au vu des résultats qu'il fait en neurochirurgie, il n'y a pas de regret. Hein. Et une autre précision, effectivement, Dr Aquaviva a été l'initiateur de la neurochirurgie à Casablanca, et en particulier à l'hôpital Averroès, et par la suite au Val d'Enfant. Mais un souvenir pour Dr Abdouté Barada, notre doyen, pour vous dire que la thèse qu'il avait soutenue en 1967, c'était au sujet des craniosténoses chez l'enfant, comme rapporteur Dr Aquaviva. Merci. Merci pour ce rappel. C'est le parochème cérébral, ça ne donne pas d'hypertension ni quoi que ce soit. Non, aucun. Et, oui. Est-ce que des fois on est obligé d'intervenir quand ça persiste? Chez certains enfants, ça persiste avec l'âge. Généralement, ça s'arrange. Ça s'arrange quelques mois après, avant l'âge de 2 ans. Maintenant, si ça persiste, on peut toujours faire la chirurgie plastique, on peut toujours. Il suffit de prendre l'os qui est aplati et de le tourner. Hein, et on le coupe et on le remet à l'extérieur et on ferme la peau. Non, c'est pas compliqué. Mais la chirurgie n'est pas obligatoire, ça s'arrange spontanément. C'est la chirurgie, ça fait un grand plaisir de te revoir. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Voilà. Parce que j'avais un courant qui passe très bien entre moi et la Hachori, et il a suivi pas mal d'hydrocéphalie post-méningétique à l'époque, avec toutes les difficultés de travail à l'époque, les surinfections sur cathé, les hydrocéphalies dérivées, etc., post-méningétique. À l'époque, il avait beaucoup de méningite à hémophilus, qui est consulté tardivement, et on traite, on stérilise le LCM, mais malheureusement, l'hydrocéphalie reste active, et donc, et j'espère avec la vaccination, avec la prévention, ce genre d'hydrocéphalie post-méningétique en cours de régresser. Moi, et puis, il y avait des craniosténoses que je t'ai confiées à l'époque, et je me rappelle le fils d'un dentiste qui va très bien, qui est grand maintenant, mais ça a été dépisté de manière précoce. C'est pour dire, pour ne pas trop parler... C'est avant 6 mois. Attention, quand on voit le nouveau-né, quand on voit le jeune nourrisson, microcéphalie, adressez, et surtout adressez au neurochirurgien pour imagerie, pour suivi et pour la date d'intervention. Et ça, c'est très important, comme notre ami Sebouskaoui a bien précisé, l'hypertension intracrânienne et la détérioration cérébrale qu'on n'aimerait pas qu'il survienne sur un cerveau normal, il faut dire, avec craniosténose. Ça d'une part, d'autre part, toujours les pédiatres, macrocéphalie, le plus souvent dans un cadre de syndrome polymalformatif, les microdélétions. Donc là, ça c'est le dada des neuropédiatres et des pédiatres. La maladie d'Alexander, que vous connaissez très bien. Et je m'arrête là pour ne pas prendre la parole pour mes autres collègues.